Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la démarche de validation des acquis de l'expérience. Je suis Carole, je travaille au GIP Formation continue et insertion professionnelle Alsace. Et je suis accompagnée de Jean-François Mengui, qui est conseiller au DAVA de Strasbourg, donc conseiller VAE, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure pour vous présenter la démarche VAE et répondre à vos questions. Je vais démarrer par un petit mot d'introduction sur le contexte. D'abord peut-être un petit rappel alors pour certains qui ont peut-être déjà participé au webinaire que nous proposons depuis fin avril, et puis une introduction nouvelle pour les personnes pour qui c'est une première. Donc nous faisons partie de l'éducation nationale et nous travaillons pour le réseau des GIP formation professionnelle de la région académique Grand Est. Donc nous sommes 3 équipes sur les 3 territoires, le GIP de Lorraine, de Champagne-Ardenne et d'Alsace, donc basé à Reims, Nancy et Strasbourg. Nous intervenons principalement pour la conception et la mise en œuvre de dispositifs de formation. De dispositifs de professionnalisation, c'est-à-dire que nous faisons de la formation de formateurs, par exemple, et plus largement de la formation des acteurs de l'insertion et de la formation. Nous portons également les DAVA, les dispositifs académiques de validation des acquis, ainsi que les DABM, les dispositifs académiques de bilan et de mobilité. Depuis plusieurs années, nous sommes identifiés comme des opérateurs de professionnalisation. Concrètement, ça veut dire que nous avons en charge d'organiser et d'animer toute une série d'actions en direction de différents publics, dont vous, les médiateurs du dispositif Adulte Relais. Il y en a à peu près 350 médiateurs sur le territoire Grand Est aujourd'hui. Et nous sommes chargés depuis une dizaine d'années par la DRDJSCS Grand Est d'animer ce réseau. J'en profite au passage pour remercier bien entendu Céline Collet, qui est notre interlocutrice principale à la DRDJSCS Grand Est pour le montage de nos actions telles que celles que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, le webinaire, c'est un support qui est relativement nouveau pour nous tous. D'habitude, nous vous proposons plutôt des rencontres en présentiel, des ateliers qui permettent d'échanger, de vous former sur différentes thématiques en lien avec vos missions, cœur de métier, mais aussi pour vous accompagner sur des questions de mobilité professionnelle. Lié à la situation actuelle, on a dû revoir l'ensemble du programme qu'on avait construit pour cette année et nous avons transformé les rencontres prévues en présentiel en webinaire tel que celui que nous vous proposons aujourd'hui. Voilà, donc on vous propose un ensemble de rencontres à distance. Ça veut dire que on monte en compétence forcément dans ce domaine-là. Ça veut dire que on est aussi amené parfois à rencontrer quelques soucis techniques auxquels il faut faire face. Mais aujourd'hui, on est un tout petit groupe, donc au niveau de la connexion, ça devrait plutôt bien se passer. Et puis, ça va nous permettre aussi d'échanger de vive voix puisque vous n'êtes pas très nombreux. Alors, d'un point de vue technique, la rencontre, le webinaire est prévu jusqu'à 12h30. Vous allez pouvoir interagir, comme je le disais, soit par le chat, si vous le souhaitez, soit en prenant la parole directement, en activant du coup votre micro et poser des questions à Jean-François. Donc le chat, tout le monde a peut-être déjà vu. Je rappelle simplement, il se trouve en bas à gauche. Vous avez une petite bulle comme de bande dessinée où vous cliquez dessus et vous pouvez saisir votre question ou votre remarque.
Voilà, si vous souhaitez prendre la parole pendant que Jean-François fait sa présentation, à côté de la petite bulle du chat, vous avez une main. Vous pourrez cliquer sur la main, comme ça on verra que vous souhaitez intervenir et on vous donnera la parole. Alors, Carole, je me permets de te couper juste 2 petites secondes. Alors, Oui, je juste t'en pour prie. les personnes qui sont arrivées, alors, hormis Fanny et Johanna, Oui. les 2 autres personnes, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur votre photo, c'est marqué Follow Gister. Vous cliquez et vous faites un double clic et vous pouvez mettre votre prénom ou vos initiales comme vous le souhaitez. Comme ça, c'est plus sympa que d'avoir Follow Gister. Voilà, c'est tout. Merci Nadia. De rien. Voilà, je vous informe que le webinaire est enregistré pour qu'on puisse le mettre en accès replay par la suite pour les personnes qui seront intéressées par la thématique mais qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Voilà. Oui, peut-être pour terminer, mais j'avais prévu de le redire à la fin, mais ce sera pas forcément une redite. Un petit rappel, vous avez reçu un mail qui vous renvoie vers un site internet que nous avons construit spécifiquement pour présenter l'ensemble de l'offre à distance qui est mis en place depuis fin avril et ce jusqu'à cet été. Voilà, c'est le site Parole de Pro, pardon. C'est ça, Nadia? Ah, je l'ai plus sous les yeux. J'ai mis le lien, c'est lesrencontrespro.fr. Ok, parfait. J'ai mis le les lien, rencontres voilà. pro. Parole de pro, c'est sur Jitsi, c'est ce qu'on utilise pour les webinaires. Et donc, vous avez dans le chat le lien. On vous renverra de toute façon normalement assez régulièrement un petit mail de rappel pour vous encourager à aller voir le site et voir peut-être chaque semaine au fur et à mesure ou vous pouvez aussi vous inscrire tout d'un coup jusqu'au mois de juillet sur les webinaires qui vous intéressent. Voilà pour l'introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François. Voilà, donc merci Carole. Donc, je me présente, je suis Jean-François Mingui. Donc, vous savez déjà que je travaille au DAVA, donc je fais partie du même organisme que Carole de JPFCIP. Donc, moi, j'interviens sur le territoire alsacien et je suis conseiller VAE, c'est-à-dire que mon travail se situe à toutes les étapes de la démarche. Donc, depuis les informations collectives, les informations en amont, comme ces webinaires, jusqu'au moment où les personnes obtiennent leur diplôme, quand tout va bien, on va dire. Donc, voilà, ce que j'ai prévu de faire, c'est une information générale sur le dispositif en lui-même, sans rentrer forcément dans les détails, mais je vous donnerai quand même, pour les différents territoires, ce que je sais. Voilà, comment ça se décline sur les différents territoires, Champagne-Ardenne, Lorraine et bien sûr Alsace, où là je pourrais, je pense, donner un petit peu plus d'informations. J'ai fait un PowerPoint que je laisserai ensuite à Carole pour les personnes qui souhaitent le consulter, puisqu'il y aura dessus des liens pour, si vous voulez aller plus loin, faciliter le premier contact. Voilà. Donc, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir. On va essayer de faire quelque chose d'assez interactif quand même. Par exemple, si j'arrête pas de dire des choses que vous savez déjà, je vais passer un petit peu vite. Et si au contraire vous souhaitez quelques approfondissements sur des points précis, il suffit de le dire. Vous avez la petite main en bas à gauche sur laquelle vous pouvez cliquer, ou alors le chat. Voilà. Donc, si ça vous va, je vous propose de commencer le petit PowerPoint. Donc, on va juste faire un petit essai. Alors, en théorie, tout le monde voit le PowerPoint. Est-ce que... attendez. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne voient pas le PowerPoint? Bon, je suppose que s'il n'y a pas de réponse, c'est que tout le monde le voit. Oui, ça a Voilà. l'air bon. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Oui.
D'accord. Très bien, nickel, merci. Oui, s'il y a des soucis, dites-le. Hein, le but, c'est pas que vous soyez dans le noir comme ça. Si jamais il y a des soucis, dans ce cas, je parle un peu plus. Ok, donc je le remets et je le mets en grand écran. Donc voilà, je l'ai mis par écrit. Le but, c'est que vous compreniez un petit peu mieux le dispositif, surtout les différentes étapes, puisque c'est un dispositif qui se fait en plusieurs étapes et qui se déroule donc assez longuement dans le temps. Je développerai tout à l'heure, mais aussi, bien sûr, ce qui vous intéresse, je pense, c'est-à-dire connaître un petit peu les conditions quand une VAE est faisable et quand il faut plutôt, par exemple, opter pour un autre projet tel qu'un projet de formation. Et bien sûr que vous ayez un peu une idée de départ de ce que ça représente en temps, mais aussi en termes d'efforts à fournir. Voilà. Donc pour l'instant, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. N'hésitez pas à parler parce que j'ai mon écran en plein écran. À la limite, je vais le laisser comme ça, en fenêtre. Comme ça, je vois. S'il y a des choses qui apparaissent dans le chat, je pourrais te les dire si tu préfères le laisser en plein écran, Jean-François. D'accord, attends, hein, je vais faire comme ça. C'est l'occasion de faire un essai. S'il apparaît comme ça. Voilà, donc pour commencer, les conditions d'accès à la VAE. Donc cette partie-là est finalement assez simple. Enfin, en tout cas, administrativement, ça ne demande pas énormément de formalités. Donc les conditions de départ, c'est d'avoir 1 an d'expérience qui soit en lien avec le diplôme qui vous intéresse. Parce que bien sûr, la VAE, dans le principe, c'est obtenir un diplôme professionnel et il faut bien sûr que ce diplôme professionnel corresponde au domaine dans lequel vous exercez votre métier ou dans lequel vous avez eu une expérience. Voilà. Donc, à préciser qu'il n'y a pas de condition d'âge, à part le fait d'avoir l'âge de travailler, bien sûr. Pour l'instant, dans mon organisme, on n'a pas encore eu de personnes qui soient à la retraite, mais pourquoi pas, rien n'empêcherait, idéalement. L'expérience professionnelle dont on parle n'a pas besoin d'avoir été exercée en France. Il est bon de savoir, je ne sais pas si c'est votre cas, mais peut-être si vous rencontrez des personnes que vous conseillez, que vous accompagnez, une personne qui a eu une expérience faite à l'étranger peut faire l'objet d'une VAE sur le territoire français. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un diplôme français à partir d'une expérience exercée à l'étranger. Bon, donc ensuite, quant à la nature de l'expérience professionnelle, là non plus, il n'y a pas de conditions particulières. Il s'agit d'avoir eu une expérience salariée, bien sûr. Les travailleurs indépendants, peut-être que certains d'entre vous ont eu une activité en tant que travailleur indépendant, je ne sais pas. Mais il est possible de temps en temps, nous rencontrons des personnes qui ont eu une expérience bénévole et qui s'intéressent à la VAE, qui souhaitent faire une VAE autour d'une expérience bénévole. Donc il faut savoir que réglementairement c'est possible. Après, on verra un peu plus en détail les conditions et comment on évalue cette expérience professionnelle. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous parler un petit peu de diplôme, parce que c'est quand même par là qu'il faut commencer. Voilà, les diplômes en VAE, j'ai montré un panel de diplômes. Ça, c'est juste pour vous montrer que des diplômes, il y en a beaucoup. Et que l'éducation nationale que je représente, puisque le DAVA est une instance de l'éducation nationale, n'est pas le seul certificateur, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire l'organisme qui vous permet d'obtenir le diplôme. La plupart des ministères ont un service VAE. Donc les plus courants dans votre domaine d'activité, évidemment l'éducation nationale, mais on va aussi trouver des diplômes de jeunesse et sport. En général, on me parle plus souvent du BPGEPS, voilà, mais à tout niveau, on peut faire une VAE. Dans le domaine social,
Donc les diplômes qu'on va trouver, ça va être le TISF, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent, il n'est pas très connu. En général, on connaît un peu mieux le DEASS qui correspond à tout ce qui est assistante sociale, EJE. Ce sont des sigles, hein, mais je pense dans votre métier, vous commencez à avoir l'habitude de lire des sigles et ça fait un petit peu partie du jargon maintenant. EJE, à savoir éducateur jeunes enfants, et le coiffeur UIS pour le diplôme d'encadrant. D'autres diplômes sont possibles. Juste pour info, voilà le titre professionnel médiateur social accès aux droits et services, qui est un des diplômes qui a priori se rapproche le plus du métier de médiateur. C'est pourquoi son nom est dedans. À savoir aussi le CEFI, voilà, qui est un diplôme que le GIP FCIP Alsace propose. Voilà. Ça, c'est juste pour suggérer que des diplômes, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que si vous souhaitez chercher des informations, vous allez en trouver beaucoup. Et donc, il y aura matière à faire le tri. Donc, j'ai mis en bleu, en lien, donc 2 diplômes qui, pour moi, sont les plus proches de postes courants de médiateur social. Je dis courant parce que je pense que en fonction du contexte dans lequel vous êtes, de votre employeur, les contours de votre poste de travail ne sont pas forcément les mêmes et vous n'exercez pas forcément tout à fait le même métier. Mais bon, c'est pour se rapprocher de ce qu'on voit couramment. On a le bac pro service de proximité et vie locale et on a un titre AFPA médiateur social accès aux droits et services. On considère que ce sont les diplômes qui sont les plus proches de postes qu'on rencontre souvent chez des personnes qui ont le statut adulte relais. Voilà. Après, les autres diplômes sont plutôt des diplômes soit qui intéressent les adultes relais, donc comme le DEES, qui est le diplôme d'éducateur spécialisé, mais aussi le CESF, DECESF, pour tout ce qui est conseiller en économie sociale et familiale. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu un panel. Donc, si vous vous intéressez à faire une VAE, là maintenant, vous pouvez déjà faire des démarches de recherche d'informations un petit peu ciblées pour vous aider déjà à vous positionner, c'est-à-dire voir un petit peu par rapport à votre quotidien et votre expérience, si des diplômes a priori pourraient correspondre à votre activité. Et donc, comment faire ça? C'est tout simplement lire les référentiels de ces diplômes. Donc, quel que soit le diplôme qui vous intéresse, vous ne savez pas s'il est très éloigné de votre expérience, ou vous ne savez pas si ça correspond trait pour trait à ce que vous faites ou à l'expérience que vous voulez valoriser, vous pouvez faire un Google et vous tapez référentiel et à côté le nom du diplôme et vous trouverez de la documentation. Cette documentation, elle est relativement précieuse puisque en général, elle décrit la profession, c'est-à-dire sur le terrain, une personne qui est titulaire de ce diplôme, en général, est appelée à occuper un poste de ceci, cela, etc. Ça indique aussi les différentes responsabilités que vous êtes en mesure qu'un professionnel titulaire du diplôme est censé pouvoir endosser. Et intéressant aussi, quand il s'agit de diplômes sociaux, très souvent, il y a aussi des indicateurs de posture professionnelle. Voilà, c'est-à-dire ce sur quoi elle intervient et la manière de réagir et de traiter les situations qu'elle rencontre. Donc, ces référentiels indiquent aussi le type d'activité qu'on exerce couramment dans ces métiers et ça indique aussi les compétences qu'on est censé avoir, c'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas de VAE mais qui passe le diplôme après une formation et après avoir passé les épreuves finales est censée maîtriser les compétences qui sont décrites dans ces référentiels. Donc si vous voulez déjà vous renseigner dès à présent, peut-être à la fin du webinaire ou alors discrètement vous faites un Google et vous regardez déjà ce que disent, comment le métier est décrit au moins dans la théorie.
Voilà, donc ça va déjà être... en général, la première lecture est déjà assez parlante. Très souvent, dans 80% des cas, on voit, ben non, c'est pas ce que je fais, ou c'est pas ce que j'ai fait, ou bien au contraire, je ne lis que des choses qui correspondent à l'actualité de mon poste. Dans ce cas-là, ça veut dire que le fait de faire une VAE est jouable, on va dire. Autre chose qui est intéressante à savoir sur les diplômes, c'est comment ils sont construits. C'est-à-dire que chaque diplôme comporte des unités. Ces unités s'appellent pas toujours de la même façon. Des fois, on va appeler ça unité de valeur. Très souvent, on appelle ça unité d'examen. Ou pour d'autres diplômes, on va appeler ça domaine de compétences, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout diplôme professionnel qui existe, quand on dit diplôme, c'est des vrais diplômes, c'est-à-dire qu'ils sont associés à un niveau. Je pense que, vu les postes que vous occupez, vous savez tous que c'est à peu près que les niveaux 3, 4 et 5. Et c'est ce qui vous permet de voir que ce sont des diplômes officiels, on va dire. Bref. Donc ces diplômes comportent différentes épreuves. Chaque épreuve correspond à un groupe de compétences qui à chaque fois est différent. Donc les étudiants de tout à l'heure, eux, passent chaque épreuve et chaque épreuve sanctionne, on va dire, au moins dans la théorie, la maîtrise de ces compétences, mais en VAE, les choses se passent différemment. En VAE, il n'y a pas d'examen, ça c'est une chose qu'il faut bien retenir. Quel que soit le diplôme, l'évaluation finale se fait lors d'un entretien avec un jury dédié à la VAE. Donc c'est un entretien qui dure en général une demi-heure et 1 heure. Et cet entretien est une discussion autour de vos écrits, autour de votre façon de voir et de vivre votre poste de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que faire une VAE, évidemment, ne veut pas dire que rentrer dans la démarche de VAE ne veut pas dire que vous aurez le diplôme à la fin. Le diplôme n'est pas donné, et dans le domaine social, c'est particulièrement vrai. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure à la fin de ma présentation. Mais là, ce qu'il faut noter comme information, c'est que à l'issue de l'entretien que vous aurez avec le jury, vous pourrez obtenir le diplôme en totalité, mais peut-être que vous n'obtiendrez qu'une partie du diplôme, et dans ce cas-là, ce que vous obtenez, c'est une ou plusieurs de ces unités. L'autre information à retenir, c'est que les unités peuvent être obtenues de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'il est possible d'obtenir une partie d'un diplôme par voie de VAE, et il est possible d'obtenir l'autre partie après une formation. Donc des parcours mixtes sont possibles. Et qu'il est possible aussi d'obtenir un diplôme en plusieurs fois. Voilà, donc c'est pas du tout ou rien, et souvent les choses se construisent vraiment dans la durée. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas si il y a des questions. Là, je vous dis des choses que vous saviez déjà un petit peu, ou alors non. Pour l'instant, ça va pour tout le monde. Alors, Johanna avait noté une question dans le chat quand tu as parlé de l'expérience à l'étranger qui pouvait permettre de passer une VAE en France. Elle demande simplement, est-ce que cela concerne, quel que soit le diplôme, est-ce que c'est tous les types de diplômes qui permettent d'être passés en VAE avec une expérience à l'étranger, ou est-ce qu'il y a des restrictions, si je comprends bien sa question? Alors, je vais d'abord parler de ce que prévoit la réglementation. Les textes disent qu'il n'y a pas de limite par rapport au diplôme, c'est-à-dire l'expérience n'a pas besoin d'avoir été faite en France ou à l'étranger pour que la demande puisse être actée.
Voilà, c'est-à-dire que quel que soit le lieu où l'expérience a été faite, en France ou à l'étranger, on peut faire une demande. C'est-à-dire que à partir du moment où vous pouvez justifier de cette expérience, vous pouvez rentrer dans la démarche. Voilà, ça c'est pour le cadre réglementaire. Maintenant, il y a la pratique. Et ça, la réponse, elle ne peut se donner, la réponse concrète, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir eu une expérience à l'étranger plutôt qu'en France est un frein ou pas? Pour certains diplômes, oui, pour d'autres, non. Donc là, c'est au cas par cas et ça dépend vraiment du contenu de votre expérience. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, il y a une personne qui a eu une expérience à l'étranger? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est par rapport à des personnes que vous conseillez et qui eux ont eu une expérience à l'étranger? Non, pas spécialement. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. Oui, pas Pas spécialement. spécialement. Bon, je vais vous donner deux exemples un petit peu caricaturaux comme ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment les choses sont étudiées. Voilà, mettons demain je reçois un maçon qui a eu une expérience à l'étranger. Je vais lui poser des questions pour voir un petit peu comment le métier s'exerce dans le pays où il l'a exercé. Et après, évidemment, on va le comparer au référentiel du CAP, qui, le référentiel, montre le métier tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Si on va s'apercevoir qu'il n'y a pas beaucoup de différence, c'est-à-dire que les techniques sont les mêmes, les matériaux sont un petit peu les mêmes, il n'y a que les termes qui changent, dans ce cas-là, on comprend que l'expérience est tout à fait transposable et il y a moyen de faire une VAE. Voilà. Maintenant, je me souviens une fois, j'avais rencontré un comptable, quelqu'un qui avait une expérience, je crois au Maroc, je sais plus. Enfin, il m'expliquait que il était dans un pays où la réglementation était quand même relativement différente que celle du territoire français. Et dans ce cas-là, oui, il a pu s'engager dans la démarche, mais je l'ai mis en alerte en lui rappelant que il a peut-être un niveau de connaissance insuffisant par rapport à ce qu'on demande aux personnes qui préparent le BTS comptabilité, par exemple, en formation. Et dans ce cas-là, je lui ai conseillé de, de compléter sa démarche de VAE par de l'auto-formation pour qu'il puisse démontrer les connaissances requises dans le diplôme en termes juridiques. Voilà. Donc c'est au cas par cas. Et bien sûr, la théorie dit que l'expérience peut faire l'objet d'une VAE, mais en pratique, on regarde, entre guillemets, qu'est-ce que vaut l'expérience. On se met un petit peu à la place du jury, comment le jury va apprécier cette expérience-là. Voilà. Donc voilà pour la question du territoire, on va dire, mais c'est vrai pour tous les éléments qui rentrent en compte dans votre demande de VAE. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont eu une expérience bénévole et qui souhaitent valoriser cette expérience par voie de VAE? Personne? Personne? Personne une fois? Personne deux fois? Personne? Voilà. Bon, Apparemment, non. je fais un topo rapide. C'est juste que si jamais vous rencontrez des gens qui souhaitent faire une VAE, qui ont eu une expérience bénévole, que vous sachiez un petit peu quoi leur répondre pour donner un premier niveau d'information. Une expérience bénévole peut faire l'objet d'une VAE, mais bien sûr, le problème, il faut qu'il y ait un cadre. Voilà, quelqu'un qui veut faire, par exemple, le BPGEPS en VAE, va dire, ben voilà, moi je suis entraîneur de foot, hein, pour dire un truc un peu bateau comme ça. Voilà, tous les mercredis, je suis sur les terrains avec des jeunes, etc. Je dis, mais est-ce que vous êtes dans une association? Est-ce que vous êtes dans un club? Est-ce qu'il y a un cadre, quelque chose comme ça? Donc là, ça sera un petit peu délicat. Mais par contre, quelqu'un qui a un statut de bénévole qui est identifié, c'est-à-dire que l'association peut attester
par un document officiel que vous avez tous les mercredis, vous êtes sur les terrains entre tel créneau, avec tel public, etc., pour qu'on puisse évaluer un nombre d'heures de travail bénévole dans le cadre de cet organisme. Dans ce cas-là, on voit que l'activité bénévole vous a, enfin, on voit que vous aurez quand même matière à attester. Le problème ici, il est double. Il est d'abord de pouvoir tout simplement produire un document qui justifie que vous avez bien 1 an d'expérience. Et puis après, ça dépend ce que vous avez fait. Voilà, si vous êtes sur les terrains à jouer au foot avec des jeunes en leur disant voilà comment dribbler, etc., ça fait un peu juste. Mais si par contre on voit que vous avez exercé une vraie activité d'éducateur sportif avec un programme, avec un planning, avec des outils méthodologiques et pédagogiques que vous êtes allé chercher sur Internet, etc., voilà, peut-être qu'on va s'apercevoir que votre activité ressemble à l'activité d'un professionnel. Et dans ce cas-là, on va estimer que le coût est quand même jouable. Voilà. C'est toujours comme ça qu'on évalue les choses. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la théorie, mais on essaie toujours de voir, quand on vous accueille dans le cadre de votre demande, qu'est-ce qu'il y a dans votre expérience et en quoi elle risque d'aller au bout, en quoi elle a des chances d'aller au bout, en quoi elle risque en quoi elle risque de vous donner les meilleures chances d'aller au bout. Alors, je reprends un petit peu mon PowerPoint. Oui, surtout que parfois l'expérience bénévole, elle peut venir compléter des choses qui nous manquent, et c'est vrai que ça peut être une plus-value dans ce sens. Parfois, il manque vraiment un tout petit bout, et c'est cette expérience bénévole qui va justement apporter ce petit plus qui manque, et du coup, bah, ça nous permet parfois d'avoir du coup l'unité dans sa totalité. Oui. Voilà. Ok. Donc, voilà, à présent, je vais passer à la deuxième partie du PowerPoint, à savoir le parcours du candidat. Voilà. Ok. Donc, je vais remettre la diapositive. Oui, ok. Je me remets dessus, hein. J'arrive, le parcours du candidat. Donc, il faut savoir que faire une VAE, ça prend du temps. Rares sont les parcours qui soient inférieurs à 1 an. Ça, c'est, on va dire, quasiment impossible. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que ça prend du temps. Bon, déjà, il faut savoir qu'on considère qu'il y a 3 étapes quand on fait un parcours du VAE. Donc, la première étape, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire étudier avec vous la faisabilité de votre demande, disons, pour vous donner une première estimation de vos chances de réussite. Bon, je dis bien une première estimation parce que nous, conseillers, nous ne sommes absolument pas jury, et on ne peut pas vous demander déjà en amont de faire tout un écrit de 150 pages. On s'arrange pour avoir un aperçu de votre expérience, pour estimer si a priori il y a de quoi obtenir le diplôme que vous demandez ou pas. Voilà. Donc le terme recevabilité, c'est de vous aider à voir si vous avez moyen d'attester votre expérience, c'est-à-dire collecter tous les justificatifs nécessaires et faire un premier écrit qui puisse justement permettre ce survol. Et donc cette étape-là se fait au travers d'un support qu'on appelle livret 1. Donc j'ai mis L1, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc cette première partie, c'est essentiellement du conseil et on va dire de l'administratif. Voilà, évidemment la plus importante, c'est ce qu'on appelle le livret 2. Donc le livret 2, c'est un écrit que vous allez faire autour de votre expérience professionnelle, mais qui n'a pas du tout
pour objet de justifier de votre expérience, mais plutôt au travers de cet écrit, il s'agit de démontrer l'expérience que vous avez eue dans cet écrit. Voilà, c'est-à-dire que c'est un écrit, je ne sais pas si on peut appeler ça mémoire ou bien rapport de stage, enfin, il y a plein de termes, mais le vrai terme c'est livret 2. C'est un écrit qui est en général très conséquent et qui demande quand même du temps à être élaboré, en particulier pour les diplômes sociaux, mais je vous dirai ça un petit peu plus tard dans mon propos. Voilà, donc cet écrit, une fois que vous l'avez terminé, vous le soumettez à un jury qui vous reçoit en entretien, comme je disais tout à l'heure. Ce jury est composé à la fois d'enseignants du diplôme que vous demandez, mais il est aussi composé d'au moins un professionnel de votre secteur d'activité. Voilà. Dans certains diplômes, souvent pour les diplômes d'État, c'est-à-dire EduxP, CVSF, assistante sociale, DEME, ce genre de choses, souvent ils sont 2. Pour les diplômes de l'éducation nationale, on aura souvent 3 enseignants et un professionnel. Mais ce sont des jurys qui sont réunis pour la VAE, c'est-à-dire que vous ne passez pas l'entretien en même temps que les étudiants passent leurs épreuves orales. C'est le jury qui est réuni, c'est un jury qui est un jury uniquement dédié à la VAE, en tout cas ce jour-là. Donc, je reviens sur le livret 1, c'est-à-dire que dans ce document, vous joignez un certain nombre de justificatifs, à savoir fiche de paye, c'est ce qui permet de justifier de votre expérience. Sur la fiche de paye, on voit la date d'entrée, on voit la date de la paye, on voit le titre du poste de travail qui est dessus. Et donc ça permet de voir que vous êtes dans le bon secteur, on va dire. Évidemment, vous devez justifier de votre identité, donc vous faites une copie recto verso, et d'un premier écrit qui permet un peu de voir le contenu de votre poste en quelques lignes. En Alsace, on appelle ça une fiche parcours, mais dans les autres régions, le terme peut être différent. Voilà. Souvent, et il n'est absolument pas obligatoire de donner des diplômes quand on fait une VAE, mais souvent ces diplômes sont des indicateurs. Donc, si vous en avez déjà, peut-être vous souhaiterez les joindre à votre livret 1. Voilà. Je fais une petite parenthèse pour préciser que pour faire une VAE, vous n'avez pas besoin de justifier d'un niveau de diplôme minimum. Par exemple, si vous voulez prétendre à un bac plus 2, mettons, vous voulez obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé, il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir au départ le DEME, d'être moniteur éducateur, ou alors d'avoir un diplôme niveau bac. Ce n'est pas nécessaire. Voilà, encore une fois, c'est la théorie et la pratique, c'est-à-dire que si vous avez une expérience du domaine, vous pouvez rentrer dans la démarche. Après, quand on étudie votre demande, on étudie quand même votre parcours. Si on s'aperçoit que vous avez déjà un premier diplôme, on va dire moniteur éducateur, technicien intervenant social et familial, ou un autre diplôme qui est voisin, on sait que vous avez déjà un parcours de formation, que vous avez déjà acquis des connaissances, et pour nous c'est un indicateur qui souvent facilite la réussite au diplôme supérieur. Voilà, on sait statistiquement, là je pars de statistiques, hein, je veux dire, après chaque personne a son parcours et chaque demande est quand même particulière, mais on sait que souvent les personnes qui ont déjà le DEME au départ, qui sont déjà moniteurs éducateurs, ont souvent plus de chances d'obtenir le diplôme éducateur spécialisé parce que on va dire qu'il y a un bagage théorique peut-être plus conséquent et que peut-être les jurys ont l'impression d'avoir des gens qui sont déjà dans le métier, mais ça c'est un ressenti. Hein. C'est voilà. Bien sûr, le reste c'est toujours du cas par cas.
Donc voilà, on disait le livret 1, la faisabilité, c'est-à-dire que vous, votre travail, ça sera déjà de voir si vous avez de quoi attester de cette expérience, et vous-même, comme on disait avant, d'apprécier si le contenu de cette expérience vous donne des chances suffisantes. Voilà, donc je ne développe pas plus. Bien sûr, quand vous envoyez votre demande, vous pouvez demander à ce qu'on l'étudie. En Alsace, on le fait à peu près systématiquement. Pour les autres régions, je ne peux pas vous garantir si on vous reçoit ou si on prend contact téléphoniquement ou bien si on vous répond par mail. Mais si vous nous sollicitez, on vous répond. C'est-à-dire, vous voulez savoir si ce que vous avez écrit dans votre livret 1 est jouable ou pas, on vous répond, on vous donne notre avis, de façon à vous aider vous-même à vous positionner. Voilà. Donc, voilà. À cette étape-là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être des questions? Je sais pas. Je sais pas, ce que je vous dis, est-ce que ça vous donne déjà envie de faire une VAE ou alors ça vous dissuade? Je ne sais pas. Ou ça vous laisse de marbre, je ne sais plus quoi dire. N'hésitez pas à activer votre micro pour répondre à Jean-François, si vous le souhaitez. Alors, moi, juste à titre d'expérience, hein, dans mes différentes fonctions, j'ai pu accompagner un certain nombre de personnes qui souhaitaient effectivement envisager la démarche VAE. Et donc, je confirme bien ce que disait Jean-François. C'est vrai que l'étape, l'étude de faisabilité, finalement, elle est importante et ça permet, ça évite une perte de temps, on va dire, dans le sens où le point principal, c'est déjà de s'assurer que on vise le bon diplôme, qu'on couvre le bon diplôme. Je vais prendre un exemple. J'ai eu parfois une personne qui avait fait dans son parcours scolaire un BTS informatique et puis il a une expérience qui est complètement différente. Et finalement, il s'est dit, bah, comme je n'ai pas obtenu mon BTS, aujourd'hui, je souhaite faire la VAE pour obtenir ce BTS. Sauf que bah, son expérience, elle ne couvre pas du tout le diplôme. Et du coup, il était assez surpris parce qu'il avait en fait une idée reçue de la démarche VAE qui est venue fausser tout ça. Et finalement, il couvrait aucune unité du diplôme. Il a dû mettre de côté cette démarche. L'objectif, c'est de vraiment de bien vérifier qu'on couvre bien le diplôme. Ou parfois, on ne sait pas trop quel diplôme, on a des idées, mais voilà, c'est éclaircir toute cette étape-là, parce que l'objectif final, ça reste l'obtention du diplôme. Après, effectivement, si j'ai 3 modules, 3 unités sur 4, là, ça peut être intéressant, mais si j'ai aucune unité, si je couvre aucune unité ou qu'une, là, ça peut remettre en cause pour la personne la démarche, parce que, bah, comme le disait Jean-François, c'est une démarche qui finalement demande du temps. C'est quand même un certain investissement. Et dans ce sens, bah oui, que la production écrite, voilà, c'est pas rien. Donc, si c'est pour avoir qu'une unité et que c'est pas ce que je recherche, donc dans ce cas, c'est mis de côté. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Voilà, merci Nadia, effectivement. Donc, si ça vous dit, je vais vous parler un petit peu du livret 2. Justement, ça permettra de vous montrer un peu plus concrètement, d'avoir une idée un peu plus concrète. Je dis un peu plus parce que tant qu'on se met pas dans la démarche, c'est toujours difficile un petit peu de se représenter les choses. Justement, en termes d'effort et de temps. Donc, je continue ma présentation. Attendez. Je repartage l'écran. Voilà, bon, il s'est remis au début, donc excusez-moi. Donc, pour vous parler du livret 2. Donc ça, c'est la deuxième étape de la démarche de VAE, c'est la plus importante. C'est-à-dire que le livret 1, une fois envoyé, vous avez la réponse du rectorat ou de l'organisme l'organisme certificateur, l'organisme qui délivre le diplôme. Et donc ça vous confirme que vous remplissez les conditions pour faire une VAE pour le diplôme que vous avez demandé. Donc là, dans ce cas-là, ça vous permet de rentrer dans la deuxième étape, qui est celle de l'écriture, avec comme support, on disait, le livret 2. Alors je vous montre un petit peu comment est structuré le livret 2.
pour que vous voyez que le livret 2 n'est pas une page blanche. Il y a un format et il y a des thèmes qu'on vous propose d'aborder pour parler de votre expérience. Voilà. Pourquoi? Parce que ces thèmes, en tout cas dans la théorie, sont aptes à montrer à chaque fois certaines compétences. Voilà, bref. Dans le livret 2, il y aura toujours un endroit pour parler soit de votre structure, soit de votre environnement professionnel. Voilà, selon le diplôme, le nom peut changer un petit peu, mais il s'agit de parler de là où vous travaillez. Donc, à quoi sert cette fiche-là? Voilà, il y a une fiche qu'on va appeler fiche structure, ou bien on va lui donner un nom un peu équivalent. Mais le fait de d'écrire par écrit votre environnement professionnel va tout simplement montrer ce que vous en comprenez. C'est particulièrement vrai dans les postes en général que vous occupez en tant qu'adulte relais, puisque vous travaillez soit dans des institutions, soit dans des associations, et il y a toujours un cadre, et forcément ce cadre influe d'une certaine manière sur votre poste, sur votre manière de travailler. Il y a d'un côté des financeurs, de l'autre côté des partenaires, et bien sûr vous avez des usagers, du public, et être un professionnel diplômé dans un de ces métiers-là, ça veut dire comprendre un certain nombre de choses sur le fonctionnement un petit peu de tout ça, et faire un écrit autour de cet environnement professionnel, ça sera pour vous l'opportunité de montrer ce que vous en comprenez. Voilà, c'est de cette façon que ça permet d'attester des compétences de connaissances juridiques et de connaissances aussi institutionnelles, par exemple. Voilà, il y a un endroit dans le livret où on va vous proposer de parler de votre poste ou de votre emploi, c'est-à-dire quelles sont vos missions et globalement quel est votre niveau de responsabilité. Quand on dit responsabilité, ça veut dire des choses très très concrètes, c'est-à-dire en fonction des problématiques que vous rencontrez, des situations, sur quoi vous pouvez prendre des décisions. Par exemple, proposer un rendez-vous de plus ou bien mettre en place une action particulière que vous pouvez décider par vous-même. Ou bien est-ce que vous êtes aussi force de proposition ou est-ce que vous avez la possibilité de prendre des initiatives et dans ce cas sur quel sujet? Par exemple, faire une proposition pour créer des ateliers, pour changer un bureau, des choses dans un bureau, ou tout un tas de choses qui permettent de voir que votre travail n'est pas que un travail d'exécutant, mais que vous avez capacité déjà d'analyser un petit peu ce qui se passe autour de vous et comprendre des points d'amélioration et, permettre de mettre en place des choses. Donc ça permet déjà, quand on vous lit, de voir que vous savez observer votre terrain, que vous savez comprendre certaines choses quand il y a des anomalies, et ça permet aussi de voir si vous avez des idées d'amélioration, et ça permet aussi de voir si vos idées sont acceptées par d'autres personnes, notamment des responsables. Donc tout ça, ça atteste quand même d'un certain niveau d'autonomie. Et c'est à ça que sert cette fiche, c'est à ça que servent ces écrits. Voilà. Après, il y a la dernière partie du livret 2 qui est la plus importante. Vous serez amené à présenter, quel que soit le diplôme, dans votre livret, des situations de travail ou dit autrement des activités. C'est-à-dire que votre poste de travail se découpe en plusieurs activités et le but de ces écrits, ça sera de montrer comment vous gérez ces activités. Et ces activités seront illustrées par des situations de travail, c'est-à-dire des accompagnements de bénéficiaires, de publics. Vous expliquerez avec pas mal de détails différentes actions que vous avez menées, qui peuvent être des actions individuelles par des entretiens, ou différents ateliers, des animations collectives que vous avez faites,
ou bien d'autres actions de mise en place, on va dire globalement d'échange d'informations dans d'autres contextes. Voilà. Donc faire ces écrits-là, ça sera démontrer surtout comment vous gérez ces situations de travail. C'est-à-dire que faire une VAE ou faire un écrit qui est convaincant, ce n'est pas simplement de dire je suis adulte relais, je reçois des gens, je fais des ateliers, je fais ceci, cela. Parce que écrire ça, ça montre juste que vous connaissez votre métier, mais par contre, ça permet pas de voir si vous êtes performant ou pas. Et bien sûr, le jury s'intéresse à savoir, le jury, pardon, s'intéresse à voir comment vous gérez, parce que en général, ce qui est attendu, quel que soit le diplôme, c'est la démarche de réflexion pour mener les différentes activités, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc c'est vrai qu'un livret 2, ouais, finalement c'est la preuve, mais j'aime pas trop ce mot, pardon Nadia, de preuve, parce que il s'agit pas de justifier, mais il s'agit plutôt de démontrer. On peut tout à fait voir, dans certains cas, il arrive que je dise à mes candidats de faire des fiches pédagogiques. Voilà, parce que finalement, une fiche pédagogique, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'on fait, mais surtout on explique comment on doit le faire. Mais dans ce cas, les pédagogues, ce sont les candidats. C'est-à-dire une façon de faire, il y en a plusieurs, c'est pas simplement de dire ce que vous faites, mais d'expliquer comment vous le faites. Voilà, un peu comme si je devenais votre stagiaire, mais un stagiaire de 4 ans qui comprend rien, c'est-à-dire à qui il faut vraiment tout expliquer. C'est un petit peu ça la démarche. Parce qu'en général, c'est ce qui permet de voir par écrit, comme je disais tout à l'heure, votre démarche de réflexion. Et pour les jurys, ce sont des indicateurs de compétences. Et c'est globalement, quel que soit du diplôme, le genre de choses qu'ils viennent chercher dans le livret. Ça veut dire que faire un livret n'est pas difficile à faire. Enfin, le fait de se mettre à l'écrit, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Ce n'est qu'une question d'entraînement. Mais l'effort, et là où il y a surtout la difficulté, c'est d'arriver à expliquer, c'est-à-dire faire ressortir la démarche de réflexion. Voilà. Donc, encore un mot par rapport à ça, c'est que vous n'êtes pas forcément tout seul pour faire ce travail-là. Vous pouvez être accompagné. Donc, je fais juste encore un petit mot. Oui, oui, mais oui, ça c'est vrai, effectivement. Voilà, on peut imaginer que vous fassiez un tutoriel pour un apprenti qui doit, en vous lisant, savoir tout ce qu'il faut faire pour réaliser l'activité. Oui. Donc, un petit mot sur l'accompagnement, juste pour que vous puissiez, je me remets dessus, voilà. Voilà, d'ici la prochaine fois, j'essaierai de voir comment on fait pour ne pas revenir à chaque fois dès le début. Donc, être accompagné, ça veut dire avoir sous la main un interlocuteur qui vous aide à avancer dans vos écrits. Donc les accompagnateurs que nous sommes n'avons pas pour rôle de travailler l'orthographe, la grammaire, la formulation, ce genre de choses. Notre travail, c'est surtout d'être des interlocuteurs, c'est-à-dire qu'on vous aide, on discute beaucoup avec vous pendant les entretiens. Ces discussions servent à repérer les expériences qui sont les plus valorisantes. En général, c'est les situations, les expériences ou les situations les plus complexes que vous avez rencontrées, puisque c'est toujours quand il y a soit quand on est dans la panade, soit quand on a des choses très ambitieuses à faire, soit des situations avec beaucoup d'éléments de difficulté, c'est dans ces moments-là qu'on ressort en général le meilleur de ses compétences. Donc on vous aide, en discutant avec vous, à repérer quelles situations vont être les plus intéressantes à évoquer dans vos écrits, c'est-à-dire lesquelles seront finalement les plus révélatrices de vos compétences. On vous aidera à tourner vos écrits de façon à aller le plus loin possible dans la démarche de réflexion, c'est-à-dire comment expliquer les choses. Et bien sûr, montrer repérer
quelle expérience permet de montrer quelles compétences. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance dans vos écrits, on voit si vous avez abordé tout un tas d'aspects du diplôme. Et une fois qu'on se rend compte que vous avez démontré, ou vous avez montré des situations professionnelles qui correspondent à toutes les compétences du diplôme, ou en tout cas le maximum des compétences du diplôme que ce que votre expérience permet, on considère que votre livret est complet. Voilà, donc comme dit, il ne s'agit pas de raconter toute sa life professionnelle, c'est pas forcément nécessaire, mais on vous aide à trouver différentes situations qui à chaque fois montrent des compétences différentes. Voilà. Et bien sûr, l'accompagnement, je ne peux pas vous garantir que, quelle que soit la région, les prestations soient exactement les mêmes. Mais en tout cas en Alsace, la prestation d'accompagnement inclut une préparation à l'entretien avec le jury. Pour les autres régions, je préfère vous inviter à vous renseigner pour savoir ce qu'il y a dedans. Simplement, comment ça se passe? En général, ce sont des entretiens individuels, mais il est possible que une partie de l'accompagnement se fasse sous forme d'atelier. Voilà, juste pour que vous sachiez que la prestation peut être à géométrie variable. Voilà. Donc, En ce qui concerne Nancy, voilà, vu que c'est mon bassin, donc nous, effectivement, je pense qu'à mon avis, de manière générale, je dirais au niveau national, on doit être quand même dans les grandes lignes sur le même type d'accompagnement. Et donc en Lorraine, effectivement, on a des entretiens individuels et des ateliers collectifs. Voilà, c'est le plus gros des accompagnements, à savoir que il faut savoir que l'accompagnement, en aucun cas, ça remet en cause l'autonomie de la personne. C'est vraiment, au final, on se rend compte que c'est compliqué de connaître les attentes du jury. Et nous, en tant qu'experts voilà, de l'accompagnement, on peut vous guider au mieux. Et on a déjà eu des personnes qui finalement couvrent bien le diplôme, mais qui n'ont pas obtenu le diplôme, car finalement, elles n'ont pas compris la démarche VAE et elles n'ont pas compris les attentes par rapport au livret. Il y a des personnes qui faisaient des écrits de manière libre, et ce n'est pas du tout ce qui est attendu. Et c'est vrai que le conseiller VAE, lui, il est pas expert d'un domaine, et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, le fait de ne pas être expert dans un domaine particulier, ça va nous amener à vous poser un certain nombre de questions pour vous amener au niveau de détail attendu. Et c'est ça qui est intéressant. Donc nous, par expérience, on peut vous dire qu'effectivement, il y a plus de résultats positifs pour les personnes qui ont pu bénéficier d'un accompagnement. Tout à l'heure, Aurore demandait effectivement est-ce que on peut utiliser le CPF. Effectivement, aujourd'hui, tout est fait pour que tout tourne autour du CPF, on le sait, et on peut solliciter un accompagnement par le biais du CPF. Oui, tout à fait. Donc, justement, j'allais parler du financement, mais du coup, j'ai juste à rajouter que le compte personnel de formation, est-ce que tout le monde connaît le CPF? Est-ce que vous savez si vous avez déjà un compte ouvert et le nombre d'heures ou comment il est alimenté? Alors, Si c'est pas le pour ma cas, part, oui. Mhm. j'ai déjà mon compte CPF, mais j'ai une partie en heures et j'ai une partie en euros. Je Oui. dois utiliser laquelle? Alors, je ne sais pas trop. Il est possible que... Ah oui, c'est marrant, parce que vous avez peut-être Alors, des expériences qui... Oui, peut-être Nadia, oui. ouais, je m'excuse, hein, j'aime beaucoup parler. Alors du coup, en ce qui concerne le CPF, Aurore, il faut savoir que jusque 2015, on avait le CPF était en heures. Et à partir après 2015, on est passé en monnaie. Par contre, il faut à tout prix que vous puissiez changer les heures DIF en heures CPF. Et là, je crois qu'on arrive dans la fin des délais. Je crois que c'était jusque fin mai. Donc, si vous avez encore des heures DIF, à vous de les transformer
en euros, entre guillemets, et pour ça, il faut juste justifier, vous téléchargez le dernier certificat de travail où sont indiquées vos heures diff, ou vous demandez une attestation à votre ancien employeur. Mais par contre, il faut le faire rapidement pour que ça puisse être injecté dans les heures, dans les euros du CPF actuel. Voilà. Ça date il y a trop longtemps et je vais regarder ça. Oui, mais même s'il y a Je longtemps, pense si vous avez encore, vous pouvez encore garder le bénéfice de ces heures-là pour ne pas les perdre. Et ça peut être intéressant. Donc, s'ils figurent, il faut juste les transformer. Oui. Bon, quel que soit X, moi je ne peux que vous inviter à actualiser les choses. Donc soit de faire un Google pour voir le site qui permet d'ouvrir le compte CPF, ou sinon vérifier comment il est alimenté et vérifier effectivement que vous n'avez pas des expériences qui n'ont pas été notifiées dessus. Donc voilà. Après, le CPF, je développe pas la question du CPF puisque d'une région à l'autre, l'accompagnement ne comporte pas forcément le même nombre d'heures, il n'a pas forcément tout à fait les mêmes modalités. Donc dans ce cas-là, moi je préfère vous laisser vous renseigner au fur et à mesure, parce que de toute façon la question ne s'étudie pas forcément en amont. On peut, mais vous pouvez attendre d'avoir la recevabilité, c'est-à-dire vous pouvez attendre que la démarche du livret 1 soit déjà terminée avant de travailler la question du financement. Vous n'êtes pas obligé de faire les démarches c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un financement en avant de vous intéresser à la démarche de VAE. Voilà. L'accompagnement est une prestation, donc c'est pour ça qu'elle est payante, mais elle n'est pas obligatoire, évidemment elle est recommandée. Encore un mot, le CPF n'est pas la seule source de financement. L'accompagnement peut se faire sur le compte du compte formation, pardon, du plan de formation de l'entreprise. Donc vous pouvez solliciter votre employeur pour que votre démarche rentre dans le plan de formation. C'est possible aussi. Dans ce cas-là, il faut que votre employeur soit d'accord, bien sûr. Et si c'est possible, ça vous permet d'épargner votre compte CPF si vous voulez l'utiliser pour autre chose. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a les deux possibilités. Il y a une troisième possibilité qui peut être éventuellement Pôle emploi, mais je ne développe pas plus parce que ça concerne les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais c'est bon à savoir, au cas où. Voilà. Une petite précision, dans les webinaires que nous avons programmés, il y aura une intervention sur le compte personnel de formation. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport au CPF, vous pouvez voir le programme des webinaires. Oui. Voilà. Voilà. Donc, juste pour terminer, je reviens sur le fait que donc il n'y a que le livret 2 qui fait l'objet d'un financement. Tout ce qui tourne autour du conseil du livret 1, c'est une mission que nous faisons par délégation du rectorat. Donc c'est une mission de service public et elle n'est pas payante. Donc vous pouvez nous solliciter et il n'y a vraiment aucun souci. Et toute la partie qui tourne autour des entretiens, c'est-à-dire vous serez convoqué à un entretien, vous assisterez à cet entretien, etc. Tout ça, ce sont des choses qui ne rentrent pas dans l'accompagnement, en tout cas pour la plupart des diplômes, et qui rentrent aussi dans le cadre de missions de service public. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé pour mon propos. Il est déjà 12h43. Je ne vais pas forcément donner trop de détails. Simplement, juste une chose par rapport à l'actualité. Donc, les 3 académies, c'est-à-dire les 2 DAVA et le DAVEN de Lorraine, se sont adaptés à la crise du Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire votre démarche de VAE
sur Internet. Voilà, il y a des liens. Donc, nous contacter si vous êtes intéressé. On vous aidera à vous positionner sur votre démarche. Donc, si vous faites votre VAE en Alsace, et là, ça passera par un petit, pas par un webinaire, mais par un PowerPoint qui ressemble un peu au mien, mais qui n'est pas tout à fait le même. Il y aura plus de détails, notamment en termes de timing, quand se déroulent les sessions et des choses comme ça, c'est-à-dire des informations qui sont un peu plus, qui concernent plus les diplômes de l'éducation nationale. Voilà. Et après cette première information, nous vous accueillerons. C'est-à-dire d'abord par échange de mails et ensuite par téléphone ou visioconférence pour ce conseil autour de votre livret 1. Et donc on a réussi à tout numériser les choses. C'est le cas aussi en Champagne-Ardenne où le livret 1 est maintenant sous forme PDF. Donc vous aurez des personnes qui vont vous aider aussi à vous positionner et à remplir le livret 1. Et peut-être que Nadia, tu vas rebondir pour nous dire un petit peu comment ça se passe en Lorraine. Ou pas. Pardon. Donc, en Lorraine, on est, Non, on est à la rue. Hein. Il y a une pile en bas de livret, un papier qu'il faut prendre et après on se débrouille. Non, pas tout à fait. Après, franchement, au niveau du DAVA, je sais pas trop. Je sais qu'ils ont reporté plein de sessions, notamment les sessions CRGE spécifiques pour les demandeurs d'emploi. Après, Nadia, c'est par exemple, si je veux faire une VAE en Lorraine, je suis en Lorraine, je m'intéresse à un diplôme et je veux contacter le DAVEN pour faire une VAE. Comment je fais? Et ben, du coup, soit tu passes par le biais du site internet du DAVA et tu t'inscris à un atelier collectif. Et du coup, en fait, ils essaient d'en mettre un petit peu sur les lieux stratégiques, hein, les grandes villes, entre guillemets. Et du coup, on peut participer. Et là, ils expliquent un petit peu toute la démarche telle qu'elle a été faite là, hein, et proposent après des rendez-vous pour les personnes qui le souhaitent pour justement étudier un petit peu plus en profondeur, voir la faisabilité. Et ils accompagnent également pour le montage des dossiers de financement. Voilà, mais donc ça, peut là, être, tu ça parles peut être par le biais d'Internet. d'ateliers qui se font en visioconférence dans ce cas-là? Maintenant, dans le cadre du confinement, en fait, je ne sais pas du tout s'ils ont mis en place des visioconférences. Je sais juste qu'ils ont annulé tout ce qui était atelier collectif et ça a été transformé par des individuels. Donc, du coup, les conseillers VAE ont continué à faire des suivis à distance parce que ça se fait également déjà, même hors confinement, les suivis à distance existaient. Oui. Mais du coup, là, c'était, on va dire, renforcé. Mais après, pour les collectifs, pour expliquer, etc., je ne sais pas s'ils ont mis en place des visios ou si ça s'est fait que par téléphone. Ouais. Bon, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Effectivement, il y a des dates et des dates programmées d'informations avec un nombre limité de personnes. Je pense que ça doit être en visioconférence. De toute façon, j'ai prévu de laisser le PowerPoint que je vous ai montré à Carole. Et dedans, il y a des liens. En cliquant sur le... Ouais, je vous le montre rapidement. En cliquant sur le DAVA qui vous concerne, voilà, ça vous met directement sur soit le formulaire de contact, soit le site. On le mettra à disposition. Voilà, donc vous voyez là, il y a une main, voilà. Donc ça veut dire que voilà. Après, ce sont des informations que j'ai prises de Google, hein. Donc l'information, c'est quand même assez accessible. Voilà. Aujourd'hui, vous savez pas forcément si votre poste adulte relais vous permet d'obtenir un diplôme et lequel, mais voilà, vous serez assez vite fixé. Voilà.
N'hésitez pas. L'erreur, comme disait Nadia, c'est de faire les choses par soi-même et d'envoyer un livret tout fait, tout fait où vous avez tout mis dedans, avec tous les justificatifs que vous pouvez. Voilà, en se disant bah, tiens ça passe, voilà. Donc un livret comme ça risque de passer et après si on s'aperçoit qu'il y a des décalages en cours de route, en cours d'accompagnement, dans ce cas-là, la démarche devient difficile et les chances de succès deviennent faibles. Donc le mieux, c'est déjà de nous solliciter, on est là pour ça. Pour ce qui est des livrets, on n'a pas un rôle de filtre, on n'est pas des recruteurs de candidats, mais plutôt on vous conseille, on vous donne notre avis, notre ressenti, pour vous aider à voir dans quelle mesure la démarche est jouable ou pas. Voilà. Et dans ce cas-là, à vous de voir si vous voulez tenter le challenge de cette aventure de la VAE. Voilà. Merci Jean-François. Est-ce que pour finir, il y aurait des questions de la part des participants? Non, pas pour le moment en tout cas. Oui, Fanny? Est-ce qu'on a connaissance de chiffres au niveau de la validation des dossiers? Combien de pourcentage est-ce que ça passe pas? Comment? C'est une bonne question. Pour certains diplômes, on en a, mais les diplômes où il y a beaucoup de flux. Pour d'autres diplômes, c'est plus difficile parce que il y a des diplômes qu'on ne voit que les 2 ou 3 ans, ça arrive aussi. Donc là, c'est compliqué de faire des statistiques. En général, je vais vous donner, on a des statistiques pour tous les diplômes éducation nationale. Pour vous donner une idée, après, je dirais un petit peu, pour les diplômes d'État, on va dire, je vous donnerai une statistique. On dit 70% de validation totale. Après, c'est un chiffre qui est très vague. Pour les BTS, c'est un petit peu moins. Et pour les CAP, par exemple, les personnes qui présentent le CAP petite enfance, on est, en tout cas en Alsace, entre les 80 et 90%. Donc plus le diplôme est haut, évidemment, plus le taux de réussite globale est faible. Pour les diplômes un petit peu médico-sociaux, le taux de réussite est plus faible. J'ai pas de statistiques vraiment très précises. Mais en général, une personne qui s'engage dans la démarche pour la validation totale au premier coup, moi je pense qu'on est entre 30 et 40%. Voilà, dans ces diplômes-là, c'est absolument pas déconnant de prévoir d'obtenir le diplôme en plusieurs fois, ce qui arrive assez souvent. Obtenir 2 unités, puis une 3e, puis une 4e, ou 3 d'un coup et la 4e après. C'est absolument pas quelque chose qu'il faut considérer comme scandaleux ou anormal. Voilà, tout ce qui est diplôme d'État sont des diplômes assez exigeants. Ce sont des diplômes par lesquels on accède d'habitude par concours et après une formation assez appuyée de 2 ou 3 ans. Et ce sont aussi des diplômes qui vous donnent accès à des métiers. C'est ce qui explique en partie l'exigence de certains jurys. Après les statistiques, j'aime pas ça parce que même pour des diplômes avec une faible statistique, si jamais on s'aperçoit que vos fonctions, le contour de votre poste, il y a Entendez, je une télé, je sais pas s'il y a peut-être un reportage sur la VAE, je ne sais pas. Donc si vous entendez la télé mais qu'elle vient pas de l'écran, dans ce cas c'est peut-être que c'est chez vous. Voilà. Et à ce moment-là vous coupez. Donc voilà, moi j'aime pas trop me fier aux statistiques parce que votre parcours n'est pas celui d'un parcours lambda de tout le monde. Et quel que soit X, c'est bien de vous positionner pour voir où vous en êtes. Et à ce moment-là, vous décidez quoi. Voilà, je préfère pas donner plus de chiffres parce que chaque académie est quand même assez indépendante. Et les jurys sont pas forcément les mêmes et
On s'est aperçu que certains diplômes en Alsace passent mieux que d'autres diplômes en Lorraine, ou inversement, parce qu'il y a des cultures jury, il y a des voilà, il y a pas mal de subjectivité qu'on peut pas enlever. C'est pour ça que j'aime pas trop les statistiques. De toute façon, si vous voulez vous positionner, il y a un document, le seul document officiel et qui va le mieux vous aider à voir où vous en êtes par rapport à votre demande, c'est le référentiel d'activité professionnelle. C'est un document officiel. Il n'est pas très long, il est des fois un peu fastidieux à lire, mais il est quand même parlant. Voilà. Et donc après, il y a nous, les interlocuteurs, pour vous aider à évaluer tout ça. J'espère que j'ai au moins un petit peu répondu à votre question, Fanny. Voilà, sans trop vous faire peur, j'espère. Ouais, d'autres questions Une éventuelle dernière question? Ou plusieurs, s'il y en avait plusieurs en cette fin d'intervention. Non? Bon, eh bien alors, on va s'arrêter là. Ouais. Simplement, si d'autres questions viennent en aval, vous n'osez pas la poser maintenant, ou alors elle ne vient qu'après. Ouais, à la limite, le mieux, c'est que vous posiez la question à Carole, ou bien, enfin, moi, ça me dérange pas Oui. de vous communiquer mon email. Voilà, même si je ne suis pas dans votre académie, à ce moment-là, je fais le lien, je vous relaye, je vous dis ce que je sais, je vous relaye. Et sinon, si je suis apte à répondre à la question, bien sûr, je le fais. Voilà. Donc, que vous soyez pas trop dans la nature. Et donc, comme dit, je vais vous laisser un PowerPoint, surtout pour que vous ayez un petit peu quelques liens pour que vos démarches soient un petit peu moins fastidieuses. Voilà. Merci Jean-François, merci à vous. Donc j'espère que vous avez un ensemble d'informations pour mieux vous positionner par rapport à un engagement éventuel dans la VAE. Donc, je vous invite à continuer à suivre notre actualité et surtout à aller voir sur le site internet lesrencontrespro.fr les autres webinaires, puisque au total, on vous en propose une trentaine depuis fin avril jusqu'à mi-juillet, je crois, première semaine de juillet, chaque semaine sur des thématiques différentes, que ce soit en lien avec vos missions dans la médiation ou comme celle d'aujourd'hui, plus sur des questions en lien avec votre mobilité professionnelle. Voilà, merci à tous, merci Jean-François. C'est à vous de me bonne journée et à bientôt. Au revoir.